Alors, bonne nouvelle, le 5 à 7 sera à 5h20. On gagne du temps. On gagne du temps. Alors, allons-y avec ce deuxième panel. Le titre de ce panel aujourd'hui, c'est « Appuyer, renforcer et promouvoir l'expertise des secteurs d'établissement francophones pour un accès équitable aux services destinés aux immigrants et aux immigrantes d'expression française ». Alors, le but, c'est les fournisseurs de services comme la population qu'ils desservent agissent dans un cadre marqué à la fois par des contraintes et des occasions qui influencent les relations entre accueillants et accueillis. Le panel vise à mieux comprendre ce cadre et cet agencement entre les besoins des fournisseurs et des utilisateurs de services. Alors, dans l'ordre, vous allez entendre en premier lieu Guillaume Deschênes-Thériault, par la suite Marie-Ève Forêt, Yves Saint-Germain et on va terminer le tout avec Cyril Simard. Donc, allons-y avec Guillaume Deschênes-Thériault. Il est chercheur à l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. C'est lui qui me dit de faire ce cours, donc je viens de le présenter. C'est à lui à parler. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Là, j'enlève mon chapeau de coordonnateur logistique de la Journée de réflexion et d'immigration francophone, puis je mets celui de chercheur et d'étudiant en doctorat à l'Université d'Ottawa. Donc, aujourd'hui, ma communication aujourd'hui s'inscrit dans une recherche que l'on mène pour le compte de la Société nationale de l'Acadie avec l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et dans le cadre du Comité atlantique sur l'immigration francophone. Cette recherche cherche à obtenir un portrait global et plus complet possible de l'immigration francophone en Atlantique. Comme on le sait, dans les 10-15 dernières années, on a accueilli de plus en plus d'immigrants francophones en Atlantique. Les services d'établissement se sont développés. Il y a des régions où il y avait très peu d'immigrants il y a une quinzaine d'années. Maintenant, il y a des familles immigrantes qui s'installent. Il y a des services qui se mettent en place. Dans certaines régions, ça fait un peu plus longtemps. Dans d'autres régions, c'est très récent. Donc, dans ce contexte-là, on voulait dresser un peu un portrait global et d'offrir des pistes pour améliorer les services offerts aux nouveaux arrivants francophones. Puis, dans notre recherche, on a vraiment cherché à comprendre l'expérience concrète de l'accueil et de l'installation au prisme des expériences migratoires. Parce que dans notre démarche de recherche, ça comprend notamment un sondage, ainsi que des entretiens, en plus d'une littérature et d'un portrait sociodémographique. Donc, vraiment, notre méthode de recherche était axée à aller chercher les récits migratoires, comprendre l'expérience de l'accueil et de l'installation du point de vue des immigrants eux-mêmes, ceux qui l'ont vécu. Notre équipe de recherche est composée de Christophe Trenel, qui était au fond de la salle, ici professeur à l'Université de Moncton, qui dirigeait l'étude, ainsi que de mes collègues Dominique Pépin-Filion, qui est à l'ICRML, qui aurait bien voulu être aussi ici aujourd'hui pour co-présenter avec moi, ainsi que de José Guignard-Noël. Dans notre étude, je tiens à préciser pour immigrants, on a retenu une définition très large. C'est tout francophone né à l'étranger qui vit en Atlantique. Donc, ça comprend à la fois les résidents permanents, les gens qui sont devenus citoyens canadiens, les PVTistes, les travailleurs temporaires, les étudiants internationaux. Donc, on a voulu vraiment avoir la définition la plus large possible d'immigrants francophones en Atlantique. Donc, comme je vous le dis, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui font partie d'une recherche plus large, mais les résultats sont vraiment axés sur les besoins du panel, sur les services, dans le fond, de l'expérience des services d'établissement et d'accueil. Mais on va avoir un premier rapport qui va être publié sous peu sur l'expérience de l'accueil et de l'installation, puis un second qui va suivre dans les prochains mois sur la thématique rétention, recrutement et rétention. Donc, je vais commencer par les résultats du sondage qui sont pertinents à la thématique du panel aujourd'hui. Donc, notre sondage a été mené l'automne dernier, à l'automne 2018. On a eu environ 400 répondants. On était quand même très satisfait du taux de réponse. Le recrutement de ces immigrants-là a été fait à l'aide des organismes d'accueil de différentes institutions, dont plusieurs sont présents aussi aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous remercier de votre aide parce que nous, en tant que chercheurs, n'avons pas nécessairement accès à vos réseaux. Puis c'est grâce à votre aide et à vos partages, à vos communications qu'on a réussi à avoir un aussi grand impact et avoir autant de réponses. J'aimerais spécifier qu'on a, dans les résultats du sondage, on a une légère représentation des immigrants francophones du Nouveau-Brunswick, mais ce n'est pas surprenant tenant compte qu'en Atlantique, c'est au Nouveau-Brunswick qu'on retrouve la population francophone la plus importante en nombre.
Donc, au niveau de l'arrivée et services d'établissement, on va commencer par du positif. De manière générale, les répondants à notre sondage se disaient à 9 sur 10, à 90%, avoir été plutôt bien accueillis ou même très bien accueillis en Atlantique. Donc, c'est un bon début. C'était intéressant comme résultat. Qu'est-ce qui est aussi ressorti? C'est que les immigrants, les répondants au sondage ont eu recours à une multitude de sources d'aide, à la fois des services formels d'accueil, mais aussi de par leurs amis, de par d'immigrants déjà sur place, de liens avec leurs collègues de travail, avec des employeurs, avec d'autres organismes communautaires qui ne sont pas des fournisseurs directs de services d'établissement, mais qui offrent des services aussi aux immigrants. Donc, à la fois, ça relève l'importance des services d'accueil formels, mais également des réseaux informels d'amis d'immigrants déjà sur place. Puis aussi, à titre indicatif, environ 2 tiers des répondants avaient reçu des services d'accueil principalement en français ou seulement en français dans nos répondants à notre sondage. Aussi, pour quelques éléments de contexte, on mentionne que les gens se sentaient généralement bien accueillis. Environ 70% de nos répondants ont mentionné qu'ils trouvaient que la communauté francophone atlantique était plutôt ou très ouverte, mais il reste toutefois un 30% qui mentionnaient que non, eux l'avaient trouvé quand même plutôt fermé. Donc oui, on a des résultats positifs, mais il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, c'est certain. En parlant du travail, il est ressorti aussi du sondage que les services formels d'accueil ne réussissent pas encore à répondre à l'ensemble de la demande, puisque 4 répondants sur 10 mentionnaient n'avoir utilisé aucun service d'accueil depuis leur arrivée en Atlantique. Dans certains cas, ce n'est pas nécessairement problématique lorsqu'ils mentionnaient ne pas en avoir eu besoin de par leur expérience personnelle ou de leur parcours. Donc, c'était de manière éclairée qu'ils n'avaient pas eu besoin des services. Mais où est-ce que ça devient plus problématique, c'est pour environ 1 tiers des répondants, soit qu'ils n'y avaient pas eu accès. On peut penser, par exemple, aux immigrants en région rurale, où il y a des longs déplacements, ou parfois que ce n'est pas nécessairement accessible, ou encore aux gens qui n'entrent pas dans les catégories de financement pour obtenir des services. On a des fournisseurs de services qui offrent des services de très grande qualité, mais ça dépend toujours du financement reçu. Puis certains critères sont assez restrictifs en termes de qui peut recevoir ces services-là. Donc, il faudrait aussi avoir une réflexion sur ces critères-là, puis voir si ce serait même possible de les élargir pour répondre aux besoins de l'ensemble des immigrants réellement présents dans le cas de l'Atlantique. Donc, ça, c'était d'une part. Puis d'autre part, qu'est-ce que le sondage, un des éléments qui est ressorti très fortement du sondage, c'est qu'il y a une méconnaissance des services. Dans environ 1 tiers des répondants ont mentionné qu'ils ne connaissaient pas les services d'accueil à leur arrivée, qui ont seulement, dans certains cas, qui ne connaissaient pas du tout ou qui ont appris leur existence beaucoup plus tard dans leur parcours. Ça, ces données-là laissent présager que le nombre de nouveaux arrivants aidés par les services d'accueil pourrait être augmenté, n'eût été de ces problèmes d'accès ou d'information. Donc, d'une part, ça amène à l'idée de la visibilité, mieux faire connaître nos services d'établissement et d'accueil, mieux les partager aux immigrants dès leur arrivée, mais aussi, ces données-là laissent sembler que la demande pourrait être beaucoup plus forte que ce qu'elle est actuellement si tout le monde était au courant de la possibilité d'obtenir ces services-là. Donc, ça vient aussi avec l'idée de bien outiller nos fournisseurs de services d'établissement pour répondre à une demande qui pourrait être plus grande. Donc, par ça, par exemple, on avait seulement 1 personne sur 2 qui avait mentionné qu'il aurait eu besoin d'aide par rapport à l'emploi, à la vie quotidienne, intégration sociale, apprentissage de l'anglais, logement ou apprentissage du français. Puis il y a seulement 1 des migrants sur 2 qui avait mentionné avoir ces besoins-là, qui ont réellement reçu des services formels d'accueil pour ces besoins identifiés. Par contre, pour ceux qui les utilisent, les répondants qui ont pu utiliser le service formel d'accueil se disent généralement satisfaits, voire très satisfaits. En grande majorité, les gens étaient satisfaits de la qualité des services d'accueil reçus. Lorsqu'on demandait, il y avait une question ouverte qui demandait qu'est-ce qui pourrait être fait pour les améliorer. Puis ça, vraiment, les gens pouvaient répondre n'importe quoi. Ce n'était pas limité par des choix de réponse. Qu'est-ce qui revenait dans 1 tiers des cas? C'était augmenter la visibilité. Donc ça revenait systématiquement. On aimerait les connaître, savoir qu'ils existent, avoir ceux qui existaient avant 3 ans depuis que je suis ici. Donc des commentaires comme ça, on en a reçu beaucoup. Fait qu'environ 1 tiers des répondants ont mentionné que qu'est-ce qu'un élément central pour améliorer l'accès aux services d'accueil, c'est augmenter leur visibilité. Je passe rapidement parce que je vois le temps passer rapidement. Puis j'aimerais aussi passer à la deuxième partie de l'étude, qui était plus notre partie qualitative. On a fait une série, moi et Christophe, d'entretiens en Atlantique avec une 50aine d'immigrants et également avec quelques fournisseurs de services, d'établissements, partout dans les provinces atlantiques. Donc, qu'est-ce qui est ressorti des témoignages? Encore là, c'est un bref résumé d'un portrait beaucoup plus large qui va être présenté dans notre rapport.
Au niveau des services d'établissement, on a aussi interrogé des immigrants qui étaient ici depuis longtemps et d'autres qui étaient plus récents. Donc, les gens qui étaient là depuis, arrivés en Atlantique depuis 10, 15, voire 20 ans, pouvaient témoigner de l'évolution des services d'établissement, pouvaient témoigner des changements dans le contexte qui ont eu lieu depuis leur arrivée. Puis, généralement, c'était de manière très positive que ça s'était abordé. On mentionnait qu'il y avait plus de services d'établissement qui étaient plus accessibles, qu'il y avait plus de ressources à disposition des immigrants. Puis ces gens-là le voyaient d'un bon œil. Puis même souvent, puis je crois que ça a été abordé légèrement dans les présentations aussi ce matin, il y a des immigrants qui n'ont pas eu accès à des services d'accueil, qui ont travaillé pour en mettre en place, puis maintenant travaillent au sein d'organismes qui fournissent des services d'établissement pour aider les nouveaux qui arrivent, qui ont déjà passé par le même chemin qu'eux. Donc ça, c'est un élément intéressant qui est ressorti. Aussi, je vais prendre un petit coup d'eau. Un autre élément intéressant, c'est l'importance de services en français offerts par des organismes ou par des agents d'établissement francophones. Comme qui a été mentionné, l'arrivée, c'est un parcours qui vient avec son lot d'embûches, d'angoisses, de défis. Puis le fait de pouvoir communiquer dans sa langue directement, d'avoir accès à des informations, parce que c'est aussi un moment, l'arrivée d'un nouveau pays, c'est un moment où on reçoit une quantité importante d'informations, pour pouvoir recevoir ces informations-là dans sa langue, exprimer ses angoisses, ses défis dans sa langue, un élément vraiment sécurisant. Puis ça a fait une différence dans le parcours de plusieurs. Ça, c'est revenu à plusieurs reprises dans nos entretiens, comme on peut le voir aussi dans les citations affichées à l'écran. Aussi, un élément d'importance qui est relié aussi aux résultats du sondage, que ce que je parlais plus tôt, c'est par rapport à la méconnaissance des services. Ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi dans nos entretiens. Souvent, des gens mentionnaient « Ah, ben j'ai appris que les services existaient 5 ans après que je suis arrivé, après que je m'ai déjà trouvé un emploi, après que j'ai un logement. Je savais que j'ai juste appris après que j'aurais pu avoir de l'aide pour ces défis-là. » Puis au jour d'aujourd'hui, je veux dire, ça fait quand même plusieurs années. On a des praticiens sur le terrain qui sont très bien formés, qui offrent des services de qualité, qui sont au courant des défis. On a plusieurs recherches dans le domaine de l'immigration francophone. On connaît les enjeux, on connaît plusieurs des défis. Donc, on peut prévoir le coût. On peut accompagner les gens puis déjà les aider à faire face à leurs défis avant même leur arrivée. Par exemple, je sais qu'ici à Halifax, IFNE, Immigration francophone Nouvelle-Écosse, offre des services pré-départ qui permettent d'être en contact avec les immigrants avant même leur arrivée au Canada, de les informer qu'il y a des organismes francophones, les informer des différents types d'aides auxquels ils vont avoir droit à leur arrivée en Atlantique. Puis ça, c'est d'une importance primordiale de les informer parce qu'on ne recrute pas des immigrants comme on recrute des touristes. Les immigrants qui arrivent, c'est pour s'installer à moyen et long terme en Atlantique, donc c'est important qu'ils soient bien informés, qu'ils aient accès à l'information de qualité aussi. Parce que au jour d'aujourd'hui, avec Internet, il y a une multitude de sources d'informations. Il y a le bouche à oreille, les amis, les familles, les cousins, tout le monde qui est venu déjà au Canada. Donc, des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, avoir accès à une source d'information fiable et de qualité est un élément très important pour bien préparer l'arrivée. Aussi, l'immigration, l'arrivée, l'expérience migratoire, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. C'est un véritable processus de socialisation à l'altérité qui vient avec son lot de défis, de surprises, des fois bonnes, des fois qui représentent aussi des défis. Ça me fait penser un petit peu au discours de ce matin de Mme l'honorable Michaëlle Jean, lorsqu'elle parlait des fois des défis des nouveaux arrivants quand ils arrivent ici, toutes les surprises qu'on peut avoir, les embûches qu'on rencontre. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi transiter entre les différents statuts, les démarches administratives, parce que c'est pas rare qu'un immigrant va changer plusieurs fois de statut, passer de statut temporaire à résident permanent, à la citoyenneté, l'intégration sociale, avoir la bonne information par rapport aux cours de langue. Donc, ça demande aussi des agents d'établissement une grande polyvalence. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est encore plus marqué en contexte linguistique minoritaire, où des fois, dans certaines agences, pour prendre l'exemple de grandes agences dans les villes anglophones, on va avoir un agent d'établissement qui est spécialisé pour accompagner les gens en procédure qui veulent faire la démarche pour la citoyenneté. Un autre va être spécialisé pour donner de l'information pour les cours de langue. Un autre va être spécialisé pour service A, service B, service C, tandis que les agents d'établissement en milieu francophone, spécialement en milieu rural, doivent être spécialisés pour service A, B, C, D, X, Y, Z. Donc, ça demande une grande polyvalence. Il faut aussi que ces agents d'établissement-là, qui jouent un rôle central dans le parcours des immigrants, soient bien outillés, qui reçoivent des formations adaptées à un contexte minoritaire aussi, qui reçoivent les outils nécessaires et qui soient bien appuyés pour faire face à ces défis-là. Puis comme on le voit, souvent même les agents d'établissement, qu'est-ce qui est ressorti des entretiens, vont jouer un rôle pivot, même central dans l'expérience, puis peuvent faire une différence primordiale dans le parcours de certains immigrants, dans des parcours des fois marqués par la fragilité, les défis, puis même sans s'en rendre compte, juste prendre le temps
de s'intéresser au parcours de la personne, de discuter un peu avec lui peut faire une différence très grande dans le parcours de certains. Puis ça, c'est vraiment ressorti le rôle des agents d'établissement. Aussi, au-delà de leur mission formelle, les services d'accueil d'établissements francophones sont aussi des lieux de faire communauté francophone. C'est des lieux qui permettent de découvrir la communauté. Puis ça, c'est ressorti aussi dans les entretiens, qu'il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement au courant de la présence de communautés francophones dans certaines régions de l'Atlantique, qui ne savaient pas où étaient les lieux de la francophonie locale. C'est par leur contact avec les services d'établissement qui ont appris à découvrir cette francophonie-là, qui se sont fait dire « Ah, il y a un café francophone qui a des groupes de discussion francophones tel jour, tel dimanche. Ah, ce théâtre-là présente une pièce de théâtre francophone, une autre telle journée, qui va avoir un barbecue communautaire, donc différentes activités, mais qui permettent de créer des liens et de mieux s'intégrer socialement. Puis ça, c'est un des rôles qui est super intéressant aussi au niveau des services d'établissement francophones. Donc, là, je vois qu'il faut que je conclue. En conclusion, les services aux immigrants francophones sont au cœur d'une culture d'accueil en milieu francophone parce que, comme que je disais, puis ça a été mentionné aussi plus tôt cet avant-midi, il y a les services d'accueil formels, mais il y a aussi les services d'accueil en dehors des services d'accueil. On peut penser aux bénévoles, aux immigrants déjà sur place, tous les gens, tous les organismes qui font partie des réseaux d'immigration francophone. Il y a une diversité d'acteurs qui sont engagés de manière active, de manière formelle et informelle dans le dossier de l'immigration francophone. Puis dans tout ce paysage-là, les services d'établissement jouent un rôle central. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer qu'ils soient bien outillés et qu'il y ait les ressources nécessaires pour jouer ce rôle central-là devant l'ensemble des défis et des besoins rencontrés par les nouveaux arrivants durant leur processus d'installation en Atlantique. Donc, je vous remercie. Il avait même mis un chronomètre. Deuxième panéliste maintenant, c'est Marie-Ève Forêt, qui est présidente et chercheuse principale pour Sociopol. C'est bien ça. Alors, elle est, présidente. C'est une firme de recherche sociale appliquée. Ses travaux portent notamment sur la francophonie canadienne, l'immigration, la santé publique et également l'éducation. Elle est aussi chercheuse associée au Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa et co-chercheuse dans le cadre d'une recherche subventionnée donc par le Conseil de recherche en sciences humaines et qui porte sur les expériences d'éducation à la citoyenneté chez les jeunes. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Marie-Ève Forêt. Bonjour. Alors, je suis très contente d'être ici pour vous parler des résultats très préliminaires d'une recherche qu'on a finie dans les dernières semaines, qui a été commandée par la FCFA et qui portait sur l'objectif, c'était de préciser finalement les environnements les plus susceptibles de favoriser l'établissement des immigrants francophones. Alors, on s'est intéressé aux services d'établissement vraiment exclusivement, contrairement à Guillaume qui est allé parler aux immigrants. Alors, nous, on a recueilli la perspective d'une 60aine de travailleurs de ce secteur-là. Alors, peut-être qu'on a parlé à certains d'entre vous récemment. Donc, là, comme ça. Donc, voilà, là, un petit peu les trucs. Je passe plusieurs diapos parce que quand je me suis pratiquée hier, c'était vraiment plus long que le 15 minutes. Alors, on va y aller avec l'essentiel. Au début, donc, je parlais plutôt des profils sociodémographiques des personnes à qui on a parlé, mais globalement, donc, on va aller vers un petit peu plus les résultats. Alors, les environnements de travail, on voit qu'il y a des points qui sont jugés plus positifs, des points plus négatifs. Donc, généralement, dans le secteur communautaire, on bénéficie d'employés très engagés parce qu'on est là pour une cause. Alors, c'est quelque chose qui est visible aussi dans le secteur de l'établissement. On voit aussi les points plus négatifs là, qui sont nommés un peu différemment là, dans le PowerPoint, mais c'est comme le manque de valorisation finalement qui est ressenti du secteur d'établissement et du secteur d'établissement francophone en particulier. Un manque de valorisation qui est visible par des salaires qui sont considérés pas assez élevés. Et là, les gens semblaient même... Tu sais, moi, je n'ai pas fait cette comparaison-là, mais souvent, les gens se comparaient à d'autres secteurs communautaires, sous-secteurs communautaires, on peut dire, pour aller dans cette direction-là. Et évidemment, cette dimension-là, elle est plus ou moins visible selon les régions et aussi selon où se situent là, les employés. Par exemple, ceux qui sont dans les conseils scolaires, généralement, ils semblent bénéficier de meilleures conditions à ce niveau-là.
Le manque de valorisation, il était aussi visible en termes de, puis ça on l'a mentionné tantôt, je vais falloir que je tienne mon truc. Il était visible aussi par le manque de ressources globales, là, donc pour l'offre de services, ce qui, au quotidien, pour ces employés-là, se traduit par des fois des enjeux éthiques, hein, parce qu'on se retrouve on nous demande de soulever des montagnes, hein, parce qu'on se retrouve avec des personnes dont la complexité du parcours est quand même exceptionnelle d'un point de vue humain, mais qui engagent des actions pour le conseiller en établissement, donc des actions au niveau relationnel, au niveau de faire face à quelqu'un qui est en train de vivre un stress post-traumatique, faire face à quelqu'un qui a des besoins immédiats en termes de logement, par exemple, et parfois d'une complexité juridique aussi importante. Alors, vous voyez que ça va dans toutes sortes de dimensions, et quand on n'est pas capable, parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on n'a pas assez de ressources humaines pour répondre à ces besoins-là, parce que les services de notre communauté aussi ne sont pas assez développés, eh bien, on sentait que des fois, ça engageait donc des enjeux éthiques chez la personne qui peuvent se traduire aussi par une forme des difficultés au niveau de la santé mentale de l'employé comme tel, parce qu'il est en surcharge de travail et tout ça. Donc, c'est quand même des dimensions qui sont à noter, si on veut. Ensuite, on a posé toutes sortes de questions au niveau des apprentissages. Donc, quelles connaissances, quelles compétences. Souvent, on va diviser ça en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être. Je sais que c'est écrit petit, mais vous n'avez pas à mémoriser tout ça. Vous allez le voir après. Ça va être sur le site de la FCFA. Donc, je vais insister plus sur ce qui a été nommé comme étant des compétences, connaissances à développer. Donc, la pyramide, en haut de la pyramide, peut-être celles qui sont un petit peu, qui sont importantes, mais on peut voir que l'importance grandit le plus on descend. Donc, ce sont des connaissances de base, souvent là, liées à qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire évaluer des besoins. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aiguillage aussi? Alors, ce qui signifie que souvent, on embauche des gens qui ont vraiment des parcours de vie, des parcours professionnels, je devrais dire, qui sont très, très variés. Et des fois, ces tâches-là qui sont de base et qu'on apprend, peut-être quand on a une formation davantage en travail social, mais souvent, ces personnes-là ont toutes sortes de bagages qui ne sont pas nécessairement liés à ça. Alors, même ces tâches-là, des fois, on aurait besoin de davantage de formation à ce niveau-là. Ce qui est nommé, par exemple, de manière un peu plus importante, c'était toutes les connaissances qui sont nécessaires par rapport à quelles sont les ressources qui sont disponibles pour les immigrants dans ma communauté. Alors, moi, je suis agente d'établissement et souvent, les agents d'établissement, vous le savez, ça va être eux-mêmes des personnes issues de l'immigration et donc des personnes qui ont une grande mobilité. Fait que ça veut dire que souvent, puis on l'a posé cette question-là, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils se retrouvent dans la province, mais ils doivent donc rapidement maîtriser toutes les ramifications là, des ressources qui sont accessibles dans la région, dans la province. Et c'est une dimension qui est difficile à intégrer, si on veut. Puis on n'a pas de ressources formelles souvent pour transmettre ça, outre qu'un mentorat un petit peu rapide au départ à l'embauche. Alors, à ce niveau-là, il y a vraiment beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites. Aussi, en lien avec toutes les règles administratives d'IRCC, là, on sait comment ça peut être compliqué. Alors, d'apprendre ça, il y a des savoirs à construire là, à ce niveau-là pour mieux les partager à ces employés-là. Évidemment, il y a aussi toute la série de connaissances qui se rapportent à une dimension plus liée à la psychologie, même si ce n'est pas des personnes qui sont embauchées pour faire du counseling, finalement, surtout dans les petits milieux, parce que c'est très, très différent. Je n'arrive pas à nuancer aujourd'hui dans ma présentation, mais c'est très différent travailler dans les grands centres où il y a une bonne densité de francophones, où on a une forme de complétude institutionnelle, versus être le seul agent d'établissement qui travaille à demi-temps sur ce projet-là et qui doit tout maîtriser, toutes ces connaissances-là. Là, vous imaginez que sur cette échelle-là, là, il y a des grandes différences. Mais donc, moins on a de services, plus on est appelé finalement à être nous-mêmes en mesure de faire face à quelqu'un, à une situation de crise, d'être tenu aussi de faire un peu de counseling parce que cette personne-là, de toute façon, si on ne le fait pas, elle ne sait pas où se retourner pour aller chercher de l'appui. Alors, ces connaissances-là, on aimerait en avoir davantage.
les gens vont chercher quand même de l'appui au niveau de la formation, si on appelle ça de la formation continue. Les organismes parapluies provinciaux sont d'un bon appui à ce niveau-là. Ils offrent toutes sortes de webinaires, toutes sortes de ressources qui sont mobilisées généralement par les services d'établissements francophones. Vous pouvez imaginer que l'offre en français, elle est très, très limitée, voire inexistante dans plusieurs provinces. On va, dans certains cas, si on veut avoir quelque chose en français, on va aller chercher souvent du côté de l'Ontario ou du Québec. Mais on peut penser que quand même d'avoir des ressources construites localement, construites expressément pour le secteur d'établissements francophones, les gens nous ont nommé à quel point ce serait vraiment utile d'aller dans cette direction-là. On a aussi parlé là, des possibilités d'échange, mais je vais y revenir au niveau avec d'autres services d'établissement. Là, vous savez que c'est pas possible pour l'instant. Et au niveau de développer une formation postsecondaire, donc collégiale ou universitaire, qui permettrait d'asseoir, de professionnaliser finalement ce genre d'emploi-là. Ça a été nommé à plusieurs reprises comme étant quelque chose d'important. Souvent, comme je l'ai mentionné, c'est une formation en travail social qu'on va rechercher dans les milieux où on peut se permettre ça parce que financièrement, on l'a entendu, souvent on ne peut pas se permettre un travailleur social, tu sais, fait qu'on embauche d'autres types de personnes, mais c'est souvent la formation qui est le plus proche, mais même à ça, tout le côté spécifique, tu sais, si le travail social aide à la relation d'aide, tout le côté spécifique à ce que ça peut vouloir dire l'hospitalité, ce que ça peut vouloir dire accueillir un immigrant dans une communauté, ce que ça peut vouloir dire la question de la vitalité des communautés francophones, toutes ces dimensions-là gagneraient à être professionnalisées pour savoir comment opérationnaliser finalement ces principes-là théoriques liés à la vitalité ou à l'hospitalité. Au niveau de la collaboration, au niveau de la collaboration, donc, on a posé toutes sortes de questions là, par rapport à ça aussi. Excusez-moi, je ne sais plus où je suis rendue. Ah oui, OK. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est finalement les types de collaboration qui sont les plus utiles dans ce secteur-là. C'est un secteur, tu sais, quand on travaille dans le milieu communautaire, mettons, les collaborations, c'est toujours important, là, mais dans le secteur d'établissement, pour l'immigration en général, ça devient vraiment crucial pour bien faire son travail. C'est quelque chose qui est essentiel et qui dit l'efficacité, qui dit la qualité du service qui est offert. Alors, bon, IRCC a quand même mis en place toute une série de structures, si on veut, collaboratives, via les plis, via les RIF, via aussi les organismes parapluies là, qui permettent donc d'être en lien finalement avec toutes sortes d'intervenants. Et ces structures-là sont très mobilisées par les services d'établissement et on apprécie qu'elles soient là. Cela étant, ce qu'on va reprocher souvent, c'est que même si on met des ressources en place, on ne reconnaît pas nécessairement tout le temps qui est nécessaire pour élaborer une collaboration qui est solide, une collaboration qui est vraiment porteuse puis qui va permettre parce que, tu sais, quand on collabore, on échange des informations, on échange aussi des ressources humaines. Tu sais, on peut dire, toi, tu pourrais venir là, blablabla. On échange aussi des ressources matérielles, hein, on partage une cuisine communautaire, etc. Donc, si on veut vraiment mobiliser puis le plus possible ces collaborations-là, il faut reconnaître que ça prend du temps, qu'il faut aller rencontrer des humains, puis développer des habitudes de travail. Et souvent, là, cette finesse-là, elle n'est pas reconnue. Alors, on n'octroie pas assez de ressources là, pour institutionnaliser, là, renforcer ces collaborations-là. L'autre dimension, mais là, vous savez qu'il y a des IRCC répond à celle-là, mais ça a été nommé quand même en entretien. C'est la possibilité pour les services d'établissement de se parler entre eux, le secteur francophone comme tel. Ils n'ont pas cette possibilité-là, mais on s'en va dans cette direction-là. La question de la promotion, on a demandé aux gens comment... est-ce que la promotion des services, comment vous vous y prenez? OK, moi, j'ai 4 minutes, là, mais... comment vous y prenez? Donc, je vais retenir peut-être un élément ici, là, c'est qu'on rappelle comment les services qui sont majoritairement anglophones, si on veut, ne font pas l'aiguillage de manière systématique vers les services en français. Ça commence, j'ai l'impression qu'au niveau gouvernemental, on commence à essayer de penser à ces dimensions-là, mais
sur le terrain, ça ne se passe pas encore, de ce que j'ai compris. Et pourtant, il y a des principes de base, par exemple, liés à l'offre active, qui sont connus dans la fonction publique depuis des décennies maintenant, qui ont donné forme aussi, tout le secteur de la santé qui se développe depuis une vingtaine d'années, c'est basé sur la question de l'offre active. Alors, il y aurait lieu de réfléchir, d'adapter, parce que c'est un peu différent comment ça se passe là, au niveau de l'immigration, mais pour normaliser finalement l'aiguillage vers les services en français, il y aurait lieu de développer des pratiques systématique là, à ce niveau-là. Je vais conclure avec la question du vivre en français, qui est une question qui, moi, je trouve, comme chercheur, c'est très délicat de poser cette question-là parce que ça ne se répond pas. Tu sais, comment on donne le goût à un immigrant de vivre en français? Comment vous vous y prenez? Vous le savez, on en a parlé ce matin, ça se passe plus dans le ventre que dans la tête, là, ces histoires-là, d'avoir le plaisir de vivre en français. Mais il faut quand même en parler. Puis c'est quand même ça le mandat du secteur d'établissement. Dans les milieux où il y a ce genre de conditions gagnantes-là, ça se passe mieux. Puis ça devient même une évidence. Quand on posait la question, c'était comme, ben ça va de soi. Ils ont le choix, 3 garderies en français. Ils ont le choix. Il y a comme une complétude institutionnelle qui fait que finalement, une fois qu'on est allé chercher le service d'établissement, c'est facile d'aller, de comprendre la vie en français qui se passe autour de nous, puis de la choisir. Mais c'est pas plus les communautés sont fragiles, plus on se trouve démunis finalement comme conseillers en établissement parce que, par exemple, même les opportunités de bénévolat, quand on est un petit service d'établissement, ben on va pas en créer parce que ça prend trop de temps là, coordonner des bénévoles, puis on n'a pas le temps de faire ça. On n'arrive déjà pas à servir là, le nombre d'immigrants qui se présentent à nous. Donc, mais pourtant, ce serait essentiel. Ce serait essentiel d'élargir aussi, de penser la question des connexions communautaires peut-être différemment. On nous a parlé de ça, d'intégrer, j'ai vu hier dans le budget d'ailleurs qu'il y avait davantage d'argent pour les arts et la culture au niveau de la francophonie, mais d'intégrer cette conception-là, de rattacher la conception de l'immigration à la vie communautaire, mais une vie communautaire qui passe par les arts et la culture. On a souvent insisté sur l'insertion en emploi, avec raison, des immigrants, mais dans le cadre de des communautés francophones, toute la question des communautés accueillantes, là, c'est une voie vraiment intéressante pour réfléchir à notre capacité à vivre, à donner le goût de vivre en français aux immigrants, mais aussi aux francophones qui, finalement, on le voit de recensement en recensement, que c'est pas si... ça reste fragile pour tout le monde. Alors, c'est une belle... de réfléchir dans ces termes-là, communs, si on veut, à partir de la question de l'accueil et de l'intégration des immigrants. C'est en même temps une belle occasion pour l'ensemble de la communauté francophone, donc de réfléchir à comment elle devient accueillante pour l'ensemble des francophones aussi, puis qu'elle donne le goût de vivre en français. Donc, cette dimension-là, c'est celle qui est la moins... peut-être travaillée finement par la manière dont les fonds sont octroyés, là, je dirais, au secteur d'établissement. C'est ce qu'on a vu. Merci. Merci. Alors, ce que je vois, c'est j'ai le mauvais rôle ici, c'est moi. Moi, je ne suis que le messager, là. Je ne suis que le messager. Merci beaucoup, Marie-Ève Forêt. Troisième intervenant aujourd'hui à ce panel, maintenant, à ce deuxième panel, Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. C'est votre avis qui a devancé votre nom. Yves Saint-Germain. Ne fait pas le même travail que Yves Saint-Laurent. Il est directeur division des politiques langagières et des communautés francophones, direction générale des politiques de l'établissement et de l'intégration, immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, le IRCC. Présentement, ses principales priorités sont la mise en œuvre de la stratégie langagière pan-canadienne en vue d'améliorer la coordination donc dans la conception et la prestation de programmes linguistiques pour les immigrants adultes à travers le Canada. 2. Consolidation d'un parcours d'intégration francophone pour les immigrantes d'expression française qui reçoivent des services de haute qualité tout au long du continuum de l'immigration. Et 3.
élaboration d'une stratégie d'immigration francophone et un plan d'action fédéral, provincial, territorial sur l'immigration francophone pour aider le ministère à accroître le nombre d'immigrants d'expression française au Canada. Je le laisse expliquer, Yves Saint-Germain. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, c'est un grand plaisir de prendre la parole aussi aujourd'hui. D'abord, dire un mot pour remercier l'honorable Michaël Jean pour votre témoignage vibrant. Votre parcours, votre résilience est certainement une source de motivation pour tous ceux et celles qui ont choisi de servir les immigrants, de les aider à s'intégrer. Donc, merci. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce secteur d'établissement francophone renforcé, mais vous dire d'abord que c'est une année charnière pour IRCC. Donc, le plan d'action des langues officielles a permis de donner enfin au ministère et à ses partenaires les moyens de ses ambitions pour lancer de grandes initiatives afin d'appuyer le parcours d'intégration francophone en faisant plusieurs choses. D'abord, en appuyant ce parcours, mais aussi en pensant à des sous-composantes qu'on n'avait jamais pu envisager dans le passé, c'est-à-dire formation linguistique adaptée pour permettre aux immigrants d'expression française de suivre des cours d'anglais et en français dans un même continuum, d'assurer aussi qu'on puisse appuyer pour la première fois non seulement les immigrants, mais leur communauté dans ce processus d'intégration mutuelle, d'accommodation. Et donc, le lancement des communautés francophones accueillantes est certainement une grande initiative aussi qui va nous aider à aller de l'avant dans ce chapitre. Et enfin, ce que je vous parle un peu aujourd'hui, c'est dans quelle mesure on peut appuyer le secteur d'établissement francophone pour finalement renforcer les capacités de tous et toutes afin d'atteindre nos objectifs. Donc, on doit s'assurer, en fait, que le parcours des immigrants francophones, ça ne doit pas être un parcours de combattants, mais ça doit être un parcours qui permet d'accéder à des services. Donc, notre objectif, c'est de consolider ces services-là. Et on va le faire avec des partenariats avec vous, mais aussi avec les provinces et territoires qui sont engagés, je dirais, de plus en plus dans cette aventure d'immigration francophone avec des propres objectifs qui sont vraiment en symbiose avec les nôtres. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui s'en viennent du côté fédéral, provincial, territorial aussi. Donc, aujourd'hui, l'objectif, essentiellement, c'est de vous faire un aperçu des objectifs de nouvelles stratégies en matière d'immigration francophone qui viennent d'être lancées il y a quelques jours. J'aimerais faire un retour sur les sommets en établissement francophone qui ont eu lieu au courant de l'automne et puis vous partager quelques perspectives pour l'avenir, notre vision et comment on voit les choses avec, évidemment, une année importante pour nous parce qu'on est en plein processus d'appel de proposition nationale qui, comme vous avez vu, déclinent ce parcours d'intégration francophone en recherchant des propositions pour vous donner non seulement plus de services aux immigrants francophones à travers le pays, mais de meilleurs services, des services innovateurs. Donc, vous avez vu sans doute au cours des derniers jours que... Tiens, j'ai oublié mon... Alors, notre ministre a pu lancer, vous avez sans doute vu, la stratégie en matière d'immigration francophone le 13 mars dernier. Donc, c'est l'accumulation de beaucoup d'efforts au sein du ministère, mais aussi de consultations avec beaucoup d'entre vous pour définir les objectifs. Donc, pour ceux qui se rappellent la genèse de ce dossier, dès 2006, on avait un plan stratégique en migration francophone qui déclinait les 3 grands objectifs qui étaient, bien sûr, d'accueillir un plus grand nombre d'immigrants francophones à travers le pays pour assurer la vitalité, d'assurer une intégration sociale et économique des nouveaux arrivants, de favoriser la régionalisation. Sur ces objectifs, évidemment, il y avait à l'époque peut-être une grande vision, une clarté, mais il n'y avait peut-être pas les moyens pour mettre en œuvre ces choses-là. Le 13 mars dernier, le ministre Hussein a lancé la stratégie, cette nouvelle stratégie d'IRCC en matière d'immigration francophone. Donc, cette stratégie couvre tout le continuum de l'immigration, depuis la promotion, la sélection des candidats, jusqu'à l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants dans les communautés francophones. Ces grands objectifs visent donc à accroître l'immigration francophone à l'extérieur du Québec pour atteindre une cible de 4,4 % d'ici 2023. Deuxièmement, d'appuyer l'intégration et la rétention réussie des nouveaux arrivants d'expression française. Et troisièmement, élément nouveau, renforcer les capacités des communautés francophones. Donc, grâce au plan d'action pour les langues officielles 2018-23, le ministère a enfin les moyens de ses ambitions pour renforcer les efforts, pour
créer ce parcours d'intégration francophone et appuyer les communautés et les fournisseurs de services. Donc, il y a 36,6 millions qui vont être dédiés à ce parcours d'intégration et ces services-là sont déjà en élaboration, en prestation. Et donc, ces choses-là sont en train de grandir. Donc, le troisième volet de cette stratégie, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est le renforcement des capacités du secteur d'établissement francophone. Donc, il est devenu assez clair lors des consultations qui ont eu lieu que le meilleur moyen d'améliorer la prestation de services destinés aux immigrants, c'est d'aider le secteur francophone à se doter de plus de capacités. Donc, cette priorité-là est devenue évidente lors de nos consultations. Alors, ça se résume essentiellement à d'abord développer une expertise sectorielle, en particulier en prestation de services d'établissement dans toutes ses composantes, que ce soit en formation linguistique, en santé mentale, en appui à la jeunesse, et aussi en favorisant le partage des bonnes pratiques et l'accès à des données sur l'intégration qui soient fiables. Aussi, un grand manque, c'est évidemment le développement professionnel. Donc, dans quelle mesure on peut appuyer la professionnalisation du secteur d'établissement francophone et donner ce développement professionnel en français. Alors, on veut améliorer cette accessibilité-là. Et enfin, chose plus compliquée, dans quelle mesure on peut améliorer la représentativité francophone au sein du secteur d'établissement. Vous connaissez sans doute les organisations parapluies qui regroupent les 500 fournisseurs de services qui sont sous contrat avec IRCC. Donc, donner une plus grande voix à ces francophones est une priorité pour le ministère. Donc, au cours de l'automne, on a tenu différents sommets en établissement francophone. C'était la première fois que nous faisions cela. Et en plus, c'était la première fois qu'on le faisait dans un contexte de coplanification. L'objectif était assez clair. Lors de nos rencontres avec plus de 350 intervenants, nous avons essayé de discuter des moyens d'augmenter les capacités des fournisseurs de services. Et ces sommets ont été l'occasion aussi de co-planifier des initiatives comme la nouvelle initiative des communautés francophones accueillantes qui vient d'être lancée et le renforcement des capacités des fournisseurs de services francophones. Donc, ce nouveau processus participatif et collaboratif a permis de dégager beaucoup de constats pour la suite des choses. Donc, premièrement, parmi les ateliers qu'on a tenus lors de ces sommets en établissement francophone, il y a un atelier qui portait spécifiquement sur le renforcement des capacités du secteur. Donc, d'une part, le secteur d'établissement francophone est en croissance. On a environ 50 fournisseurs de services qui sont sous contrat avec IRCC. Mais c'est un secteur qui demeure fragile, qui a ses particularités. Donc, les thèmes qui ont été évoqués lors de cet atelier, c'était l'expérience des fournisseurs de services des francophones. Pour certains cas, il y a des nouveaux joueurs. Pour d'autres cas, c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps, mais leurs besoins sont grands. Il y a beaucoup de défis en termes de capacité de servir les immigrants, de pouvoir se ressourcer, de pouvoir adopter de nouvelles pratiques. Donc, ça nous a amené à réfléchir un peu à comment on pourrait structurer davantage le secteur francophone, quelles seraient les pistes de solutions. Et il a été évoqué la notion de mettre en place une approche nationale, soit sous forme d'une entité qui regroupait l'ensemble des fournisseurs de services directs, ou une plateforme virtuelle pour appuyer ce secteur d'établissement, de donner ces ressources-là et de donner du développement professionnel. Bien qu'on n'ait pas été prescriptif, on a voulu entendre la perspective des intervenants sur les avantages et les inconvénients de cette approche nationale, la portée et le mandat. Donc, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Ce qui est ressorti de plus en plus, c'était la pertinence peut-être d'un groupe consultatif en établissement francophone. Comme vous savez sans doute, un groupe similaire existe en formation linguistique pour donner des conseils avisés et informer le développement de politiques de programmes en formation linguistique. Ce groupe, qu'on appelle aussi en anglais NLab, a un siège au sein du Conseil national d'établissement. Donc, lors de nos discussions, parmi les constats qui sont ressortis, certainement la question de l'accès aléatoire inégal à du développement professionnel est un manque criant. Le partage d'informations qui n'est pas toujours systématique en termes des meilleures pratiques pour les fournisseurs de services. On a aussi constaté que les réseaux en immigration francophone sont souvent cités comme des bonnes occasions d'échange et de partage d'informations, mais n'ont pas nécessairement le mandat explicite et clair
d'être là pour renforcer les capacités de ce secteur d'établissement direct. Parce qu'ils n'ont pas ce mandat d'être un organisme parapluie. Alors, comment faire pour rassembler tous les joueurs de cet écosystème francophone? Un autre constat, c'est que le secteur francophone repose souvent sur le bénévolat. Les organisations francophones ont du mal à retenir leurs travailleurs, ça, et Marie-Ève l'a évoqué, et donc il y a un besoin de professionnaliser ce secteur-là. Donc, on a aussi entendu que certains d'autres ministères, comme Patrimoine canadien et Santé Canada, avaient peut-être des pratiques sur lesquelles on pourrait s'inspirer. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu sur l'approche nationale? Bien, essentiellement, ce qu'on nous a dit, c'est que les fournisseurs de services aimeraient être regroupés, mais ils aimeraient aussi que ça soit fait dans un esprit de par et pour les francophones. Donc, le ministère ne dicte pas nécessairement la façon de faire. Est-ce que ça pourrait prendre différentes formes, une entité incorporée, un consortium, un comité national? Donc, on a eu de la variation dans les possibilités de se regrouper. Mais plusieurs ont suggéré de bâtir sur des infrastructures existantes en bonifiant, par exemple, le mandat des réseaux en immigration francophone, qui ont été nos pionniers depuis le début, de s'inspirer de modèles tels que Réseau Santé en français, les réseaux de développement économique et d'employabilité, mais de promouvoir aussi des approches inclusives, souples et collaboratives, en s'inspirant d'un modèle d'impact collectif qui définit les priorités à partir de la base. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu sur ça? C'est venu un peu se cristalliser dans cette notion de, peut-être, dans un premier temps, afin de structurer ce secteur d'établissement francophone, de mettre sur pied ce tout nouveau groupe consultatif en établissement francophone qui aurait comme mandat si vous voulez, de mettre en place... avec l'aide des membres qui seraient désignés, qui représenteraient divers services francophones, que ce soit les services d'emploi, les services de formation linguistique, les services d'aiguillage, de référencement, de mettre ensemble tous les joueurs qui ont une expertise et de réfléchir à comment structurer ce secteur-là. Donc, il y aurait un arrimage possible, bien sûr, avec le Conseil national des établissements, où la voix francophone est déficitaire. Mais ce serait aussi une occasion aussi de faire des liens avec l'approche. Donc, le groupe consultatif pourrait réfléchir à comment formuler l'approche nationale. Donc, afin de répondre au constat de ces sommets-là, IRCC souhaite poursuivre les priorités suivantes. Donc, on aimerait, pour les prochaines années, rendre accessible et ce développement professionnel qui est réclamé par le secteur, de donner aussi des outils adaptés en français pour les fournisseurs de services francophones afin de renforcer leur capacité à donner des services aux immigrants, que ce soit la question de santé mentale, communication interculturelle, clientèle vulnérable, mise en place de partenariats avec les fournisseurs anglophones ou assurer un accueil efficace ou un premier contact. On a besoin aussi de renforcer le leadership des réseaux d'immigration francophone autour du parcours d'intégration francophone et des communautés francophones accueillantes, qui est une nouvelle initiative. Les RIF, les réseaux d'immigration, pourraient jouer un rôle plus actif au sein du secteur d'établissement, possiblement avec la mise en œuvre de cette nouvelle approche nationale. Donc, on souhaite que les RIF soient mieux équipés, mieux outillés et qu'ils aient davantage de capacités pour mener à bien ce mandat. Enfin, le ministère aimerait mettre en place ce groupe consultatif pour formuler des recommandations au ministère sur cette approche nationale, quelle forme devrait-elle prendre, afin de renforcer les capacités et la représentation du secteur francophone. Donc, comme vous avez sans doute vu, lorsqu'on a lancé l'appel de proposition numéro 1, qui portait sur les services directs et où on a décliné le parcours d'intégration francophone, des mesures positives sont mises en œuvre dans le cadre de cet appel-là. Donc, d'une part, la consolidation du parcours d'intégration francophone, c'est au cœur de nos priorités. On l'approche de par et pour les francophones, c'est-à-dire que les services aux francophones soient offerts par des organisations francophones est devenu aussi une priorité qui est déclinée dans cet appel de proposition. Donc, la prestation de services par les organisations francophones, des partenariats avec celles-ci et du référencement vers des organisations francophones lorsque la prestation n'est pas faite par les organisations francophones au départ. Enfin, la collaboration avec les réseaux en immigration francophone pour que l'ensemble de l'écosystème fonctionne en harmonie.
La formation professionnelle sera aussi au cœur de nos priorités. Et enfin, on continue à travailler étroitement, mon équipe et moi, avec le secteur afin de donner de l'appui avec des webconférences pour répondre aux questions qui surgissent par rapport à la mise en œuvre de l'ensemble des initiatives nouvelles. Donc, pour terminer, en termes de prochaines étapes, donc, surveiller, IRCC est en période d'appel de proposition. Donc, il va s'agir d'une opportunité pour vous de contribuer à l'avancement de nos priorités. Alors, l'appel de proposition nationale pour les services directs est déjà en cours. La clôture est le 12 avril. Mais l'appel de proposition nationale pour les services nationaux, les services indirects, le renforcement, les capacités de coordination sera lancé dans les prochains jours. Donc, c'est là que vous verrez les activités que j'ai mentionnées, c'est-à-dire des activités de renforcement des capacités, développement professionnel, outils et partage de bonnes pratiques. Il y aura aussi mention explicite des partenaires locaux en immigration, des réseaux en immigration francophone, des mécanismes de coordination et de concertation qui sont nécessaires pour aider à ce secteur à se structurer. Et enfin, d'autres activités de portée nationale qui pourraient venir appuyer l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire, bien sûr, de la recherche, mais aussi comment mobiliser le savoir, comment tisser des partenariats, comment faire de l'innovation. Donc, c'est dans cet ADP que vous verrez qu'on va solliciter des projets en développement professionnel, mais aussi des propositions pour, je l'espère, créer ce nouveau groupe consultatif en établissement francophone, qui est finalement notre prochaine frontière. Donc, les résultats des 2 appels de proposition seront annoncés en même temps, et puis je pense que ça va être un grand dénouement pour ce dossier. Merci. Merci beaucoup, M. Saint-Germain. Allons maintenant avec notre autre représentant aujourd'hui pour ce panel, c'est M. Cyril Simard. Cyril Simard qui est maire d'Edmundston. Un petit survol de M. Simard. A fait ses études à l'Université de Moncton. Par la suite, a débuté sa carrière là-bas à l'Université de Moncton sur le campus d'Edmundston en tant que directeur de l'éducation permanente. Poursuivi sa carrière au sein de l'Organisation internationale de la francophonie en France, où il a été responsable de projets internationaux. Et de retour à Edmundston, il s'est investi dans le milieu des affaires, entre autres. Et puis, M. Simard a toujours été fortement impliqué dans sa communauté. Il a été tour à tour président de la Société historique de Madawaska, également du Salon du livre d'Edmundston, du Conseil scolaire des frontières d'entreprise Madawaska et a siégé au conseil d'administration de nombreuses autres organisations. Il en est à son 2e mandat à la mairie d'Edmundston et j'aime à me plaire et j'aime dire à tous les matins, quand on se compare, on se console. Parce que parfois, lorsqu'on se regarde, on se désole, mais lorsqu'on se compare, on se console. Et à tous les matins, dans toutes les provinces atlantiques, lorsque je donne la météo, j'ai le tableau et je regarde, et c'est l'endroit où il fait toujours le plus froid. Par exemple, ce matin, c'était moins 23. Avant le facteur éolien. Alors, il a réussi à pelleter, parce qu'ils ont beaucoup de neige cette année. Il est avec nous, donc, aujourd'hui, M. Cyril Simard. Merci, Stéphane, effectivement, mais on a le cœur chaud. Donc, ça me fait vraiment très plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir mentionné mon parcours à l'Organisation internationale de la francophonie. Je partage ça avec je vais faire une brèche au protocole avec la très adorable et adorée Michaël Jean. Parce qu'effectivement, je suis ici aujourd'hui. Je suis ici aujourd'hui en grande partie à cause de mon passage en francophonie. Et en revenant en 2000, on a décidé de fonder une entreprise qui travaille depuis ce temps-là en gestion d'immigration et diversité culturelle. Donc, c'est effectivement mon contact avec la francophonie internationale qui a fait que, identifier le créneau, mais surtout d'être capable de valoriser cette merveilleuse expérience que j'ai vécue là-bas à Bordeaux.
Je vous donne tout de suite une mise en garde. Je ne vous présenterai pas le guide d'information dans ses détails aujourd'hui, mais je vais essayer de faire le lien avec ce qui a été abordé plus tôt sur les questions de comment on peut renforcer et travailler davantage avec les secteurs d'établissement d'une perspective municipale. Et c'est ça l'objectif. Donc, pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas entendu parler du guide, c'est un guide qui a été élaboré pour la Fédération des communautés francophones et acadiennes, en partenariat avec l'Association des francophones des municipalités du Nouveau-Brunswick, l'AFMO également, ainsi que l'Association des municipalités bilingues du Manitoba. Il est disponible en français et en anglais. Donc, les villes qui sont ou bilingues ou anglophones, qui veulent profiter de l'immigration francophone, peuvent se servir du guide. L'objectif était assez simple, c'était de parler dans un langage municipal aux intervenants qui connaissent moins ce monde-là, et vice-versa, d'amener les gens du monde municipal à comprendre l'immigration, comprendre la diversité, comprendre ces enjeux-là dans un langage clair avec des outils pour travailler. Pourquoi s'intéresser à l'immigration quand on est dans une ville? Il y a différentes raisons, mais je vous dirais d'abord, quand on sait qu'il y a 50 des nouveaux arrivants qui n'utilisent pas les services d'établissement, c'est parce qu'il y en a une partie qui aboutissent d'une façon directe ou indirecte dans une ville. C'est-à-dire qu'ils vont frapper à la porte d'une mairie souvent. Chez les francophones, c'est particulièrement le cas parce qu'ils arrivent de pays où la mairie joue un rôle important dans leur communauté, et ainsi de suite. Donc, c'est une obligation indirectement. Mais il y a aussi que nous sommes aussi des prestataires de services. Les municipalités livrent des services. Et donc, ce n'est pas des services directs d'établissement, mais c'est des services qui sont en périphérie de l'établissement. Alors, c'est déjà une bonne raison. Mais le rôle principal, comme vous allez le voir tout à l'heure, c'est davantage au niveau des services indirects que je pense qu'on a une valeur ajoutée dans l'équation de l'immigration. Je m'excuse parce que j'ai un vinérum, donc je vais devoir boire souvent. Pourquoi? Donc, il y a 4 enjeux fondamentaux que dans le guide, on présente pour jouer un rôle en matière d'immigration dans le monde municipal. D'abord parce que les municipalités sont au cœur des enjeux socioculturels. Je me plais à dire souvent, le nouvel arrivant ne s'installe pas au Canada, ne s'installe pas en Saskatchewan ou au Nouveau-Brunswick ou à l'île du Prince-Édouard. S'installe dans une ville, s'installe dans une communauté. C'est ça le point d'ancrage premier, où il ou elle et les enfants et tout ça vont vivre leurs premières expériences réelles de dialogue interculturel, de connexion avec le territoire. Et ça, c'est excessivement important. Donc, on a un rôle premier comme municipalité en matière de qualité de vie pour l'ensemble des citoyens et citoyennes, y inclut les nouveaux arrivants, évidemment. Deuxième élément, c'est les enjeux démographiques que vous connaissez, et en particulier pour les communautés francophones en situation minoritaire, c'est-à-dire le vieillissement de la population et l'exode, a fait en sorte que l'immigration est devenue une espèce d'obligation nécessaire pour la vitalité, la viabilité de nos milieux. Troisième raison, c'est évidemment qu'il y a des changements importants dans notre pays, et on voit de plus en plus les municipalités, les villes occuper de la place dans des rôles qui n'étaient pas traditionnellement dévolus aux villes. Et bel exemple, hier, le gouvernement fédéral annonçait qu'on allait bonifier un programme d'infrastructure en passant au-dessus de la tête des provinces pour travailler directement avec les municipalités. Et ça, c'est du lobbying qui s'est fait depuis de nombreuses années. Mais ça veut dire que les gens ont beaucoup d'attentes par rapport au rôle des élus municipaux et des villes et des communautés. Beaucoup d'attentes de travailler sur le plan de développement économique, mais évidemment, par la force des choses, sur la question de la main-d'œuvre, sur l'immigration, ça devient des enjeux que les citoyens et citoyennes, les entreprises, les entrepreneurs nous interpellent à jouer un rôle dans ce domaine-là très important. Et il y a aussi, je pense, peut-être un niveau de confiance davantage avec les élus locaux. Quand on parle du désabusement envers la classe politique, peut-être, j'ose espérer, une plus grande confiance dans les élus locaux pour être capable d'aider la situation, d'être capable d'améliorer la vie des citoyens et citoyennes. Mais surtout, le rôle... Est-ce que je suis déjà pesé sur un piton, moi? Je m'excuse, oui. On est au cœur de la question de l'interculturalisme. On est au cœur parce qu'on est des organisations qui ont le rôle de s'assurer de l'intérêt général, comme n'importe quel ordre de gouvernement, fédéral, provincial, municipal, de s'assurer du bien commun, de l'intérêt général. Et ça veut donc dire, dans notre cas, et pour moi, par exemple, que mes patrons, c'est les non-immigrants, c'est les immigrants, c'est les entrepreneurs, c'est tout ce monde-là. Et donc, on doit s'assurer comme élus de jouer un rôle
important dans la question de l'immigration de s'assurer que ce dialogue interculturel-là, qu'on souhaite tous et toutes, s'installe, se nourrisse mutuellement, et donc le lien entre les services d'établissement et nous, il passe aussi beaucoup par là. C'est-à-dire comment on va faire en sorte que l'accueillant et l'accueilli se rencontrent, se nourrissent mutuellement et qu'on rencontre les besoins de part et d'autre de cette équation-là fondamentale. Quelques brefs... comment intervenir en immigration? Bien, dans le guide, on parle essentiellement de 4 grands rôles. D'abord, parce que si on veut des exemples, il faut nous-mêmes adapter culturellement nos services. J'ai dit qu'on était des prestataires de services, donc il faut faire cet exercice-là, nous aussi, s'assurer que notre personnel ait une formation interculturelle, comprendre comment on va discuter avec des nouveaux arrivants qui viennent obtenir le service à la municipalité, comment on va les livrer sur le terrain, dans les parcs et loisirs, et ainsi de suite. Évidemment, c'est un premier choix. D'être des exemples nous-mêmes d'organisations qui acceptent et qui valorisent la diversité. Évidemment, et donc le deuxième point, c'est effectivement de valoriser nous-mêmes la diversité culturelle, parce qu'elle est de plus en plus présente, et de s'assurer qu'on fait la démonstration, c'est le socle de base, de faire la démonstration que c'est une valeur ajoutée à notre monde aujourd'hui. Troisième élément, de s'assurer de faire la promotion, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le soutien au dialogue interculturel, parce qu'il ne se fait pas automatique, il ne se fait pas naturellement, bien au contraire, mais il faut être capable d'assumer le leadership, par exemple, pour le faire. Et là, on a un rôle absolument important. Donc, on voyait les partenariats qu'on peut faire avec les services d'établissement. J'étais curieux tout à l'heure parce que quand on a parlé de collaboration, Marie-Ève l'a démontré, il n'y avait pas de mention des municipalités là-dedans. Il y a pas... Donc, ça veut dire que dans votre sondage, ça démontre qu'il y a une connexion à établir avec le monde municipal parce que, de toute évidence, les gens qui sont dans le secteur d'établissement n'ont pas mentionné les municipalités comme étant des partenaires. Et ça m'a surpris. Mais, bon, ça témoigne qu'il y a un défi à ce niveau-là. Et finalement, le rôle peut-être qui chapeaute tout ça, c'est d'être capable de travailler, parce qu'on a dit plusieurs reprises depuis ce matin, qu'on parle d'un écosystème. Et donc, qu'est-ce que la municipalité peut faire en matière de concertation et de mobilisation du milieu? Et c'est là que vraiment le nœud central de notre rôle s'établit. Pourquoi? Mais parce que les municipalités sont des organismes pérennes. Il y a une certaine stabilité qui s'installe. Il y a une certaine légitimité aussi. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'intérêt général, du bien commun, de tout ça, on peut prendre le microphone et dire, nous, on s'intéresse à tout le monde dans une ville. Et il inclut ceux, et là-dessus, c'est une des raisons pour laquelle je fais beaucoup de promotion, pour qu'on donne le vote aux résidents permanents dans les municipalités, parce que c'est un non-sens. C'est absolument un non-sens. Donc, c'est... Parce qu'ils s'installent dans les villes. Et ils achètent des maisons et puis vivent avec nous. Donc, c'est complètement aberrant que ce ne soit pas réglé, cette question-là, mais ça va arriver un jour. Et donc, concertation, mobilisation. Pourquoi les villes? Et parce que donc, on est capable, probablement, d'assumer un leadership pour établir ce fil conducteur-là. Entre la présence d'une université, d'un collège, entre les milieux d'affaires, dans les secteurs d'établissement, ça, c'est une des choses que j'ai constatées professionnellement. Le milieu d'affaires est toujours un petit peu en périphérie, un peu trop en périphérie. Et comme l'emploi devient un des vecteurs importants, je pense qu'il faut renforcer ces aspects-là. Les associations à caractère culturel, on en a parlé. On est aussi les partenaires de premier plan avec les autres ordres de gouvernement, donc les provinces, les territoires, le fédéral. Donc, sur cet aspect de collaboration-là, on a un rôle fondamental à jouer. Et alors, dans le guide, on propose différents outils. Entre autres, je n'en parlerai pas en détail, mais on fait état de l'importance du secteur d'établissement. On a développé un petit outil qui s'appelle... c'est un outil formatif qui vise, dans une municipalité, à mesurer son degré de préparation à l'immigration. Avec 10 indicateurs, on répond à des questions simples, oui ou non, mais ça permet d'établir un premier dialogue, puis un premier inventaire. Est-ce qu'on a des choses à améliorer pour être capable de bien se positionner dans ce secteur-là? Mais on parle du secteur, évidemment, de l'accueil de l'établissement, de l'intégration et de la rétention. Donc, la présence de services d'accueil d'établissement, c'est des aspects très, très importants. Donc, dans le guide, on trouve ces aspects-là qu'on vous invite, évidemment, à utiliser. Hop. Je vais passer très rapidement là-dessus pour plutôt parler du dernier point, parce qu'on a parlé beaucoup de l'écosystème. Et une des choses dont je fais beaucoup la promotion, c'est de dire comment maintenant une municipalité peut jouer un rôle à valeur ajoutée dans cet écosystème-là. Et alors, vous avez une typologie ici de 3 façons
d'assumer du leadership. Le premier, c'est l'approche dominatrice. C'est pas la mienne. Mais parce que la domination, ça amène quoi? Ça amène des factions rivales, c'est conflictuel et les résultats sont nuls ou très faibles. L'approche de négociation, qui est déjà mieux, ça crée des coalitions, c'est conditionnel, mais les résultats sont médiums. Alors, le rôle des municipalités, pour travailler avec le secteur d'établissement et de travailler en mode collaboratif, c'est de travailler sur l'écosystème, c'est d'assumer un leadership qui est coopératif, parce que c'est là qu'on va assurer des résultats qui sont grands. Alors, chez nous, c'est ce qu'on essaie de faire, de mettre en œuvre. On n'est pas parfait, mais on y progresse, on y avance, parce qu'on est à l'écoute. Puis, je pense qu'on a des résultats qui sont intéressants. On a été choisi communauté francophone accueillante, donc c'est déjà un bon exemple. Mais on l'a fait, on a été choisi avec une autre communauté voisine, donc on ne voulait pas le faire seulement pour notre ville. Et puis, on a associé la Première Nation malécite avec nous dans la démarche, parce qu'ils sont partie intégrante de notre marché, de l'emploi, de notre réalité sur une base quotidienne. Donc, c'est une formule intéressante qu'on va pouvoir partager notre expérience avec les autres communautés francophones accueillantes à l'échelle canadienne, mais aussi profiter d'eux et elles. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, M. Simard. Alors, voilà pour ce deuxième panel. Maintenant, on va passer aux questions. On aura une dizaine de minutes. Donc, si vous avez une question, vous savez où sont les micros. Vous vous levez et vous pouvez venir donc au micro, vous présenter en premier lieu et poser votre question à un des panélistes. Ou une. Bonjour. François Hainaut, Centre des politiques en immigration francophone, ministère de l'Immigration fédérale. Je mentionne au passage que la stratégie dont Yves a parlé, il reste des copies. On les a amenées ici, on ne veut pas les ramener. Il y en a sur la table. Prenez-en. On a amené 150 copies, on ne veut pas en ramener. Donc, la question ne s'adressera pas à Yves, parce que, bon, on s'en pose tous les jours. Yves, je pense que tu en as assez. D'ailleurs, si j'avais su un jour que je travaillerais avec Yves Saint-Laurent, c'était pas dans mon CV. Non, en fait, ma question est pour Guillaume. Guillaume, au passage, je salue votre travail, ainsi que Christophe qui est là-bas et les autres. Très intéressant. Je pense que ça n'a pas d'importance au point de vue utilisateur ou client, mais d'un point de vue analyse et implication de votre recherche, ce serait peut-être important, je ne sais pas si vous avez, faire des nuances, parce que tu as mentionné que votre bassin, c'est vraiment les temporaires et les permanents, les résidents temporaires et permanents. Ce serait peut-être intéressant de savoir la proportion, parce que pour les implications de ce que vous dites, ça a probablement une importance. Puis aussi, les services qui sont offerts par la province versus ceux qui sont offerts par le gouvernement fédéral aussi. Je pense que l'utilisateur ne fait pas la distinction, mais nous, quand on regarde ces résultats-là, ça a une importance pour nous. Je ne sais pas si c'est le genre d'informations que vous avez. Merci. Dans notre sondage, on avait une question justement sur le statut des immigrants pour pouvoir apporter ces nuances-là. Dans le contexte d'aujourd'hui, avec le temps limité qu'on avait, on n'avait pas la chance de pouvoir aborder ça. Puis c'est ça, le rapport final, ça va être un rapport de plus de 200 pages. Donc là, il y aura d'autres nuances et d'autres éléments abordés. Aussi, dans le contexte des entretiens, on a pu s'intéresser plus au parcours, beaucoup plus aller en profondeur dans l'expérience migratoire des personnes qu'on a rencontrées. Donc, on peut apporter des nuances par rapport aux expériences, oui, mais qu'on n'a pas eu la chance d'apporter aujourd'hui en cause des limites de temps. Question en ligne.
OK. Vu le mandat des radios communautaires qui sont souvent un des rares liens entre les membres des communautés minoritaires, quelle est notre place dans les projets du ministère? Nous pouvons travailler à de multiples niveaux ici, non seulement par l'implication de membres individuels ou d'organismes, mais aussi par le développement de programmes visant au maintien et au développement du français au-delà de la communauté immédiate et souvent pour certains immigrés en relation avec leur communauté francophone de départ. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse cette question. Est-ce que quelqu'un peut y répondre? C'est une excellente question. Donc, en termes de qu'est-ce que des joueurs qui ne sont pas des joueurs traditionnels en établissement peuvent faire, dans notre appel de proposition, on cherche justement à voir arriver un davantage de joueurs pour venir appuyer le secteur de l'établissement francophone. Donc, on recherche des partenariats. Donc, moi, ce que j'encouragerais les radios communautaires à faire, c'est de travailler avec les partenaires en établissement francophone dans leur communauté, dans leur localité, pour justement diffuser l'information qui concerne les services d'établissement, comme ont mentionné mes collègues, mais aussi pour penser à d'autres approches. On a parlé ce matin des approches de jumelage. Il y a tellement de belles initiatives pour impliquer la société civile dans le processus d'intégration. Je pense que les réseaux communautaires ont un grand rôle à jouer. J'aimerais ajouter aussi, dans notre présentation, lorsqu'on parlait de la culture de l'accueil en Atlantique, les radios communautaires sont un acteur parmi plusieurs autres, peuvent jouer un rôle dans cette culture de l'accueil-là. Je pense notamment, par exemple, en Alberta, la radio francophone d'Edmonton, une nouvelle radio qui est toute récente, a des émissions qui sont faites par des nouveaux arrivants à Edmonton. Il y a certaines émissions qui discutent de diversité culturelle, qui discutent du pays d'origine de certains immigrants, donc ça permet un contact avec la communauté. Il y a aussi des émissions qui sont co-animées, je crois, par des immigrants et des gens locaux, donc ça permet des échanges. Ça permet aussi parfois une meilleure compréhension aussi, discuter de culture de d'autres, de partager des informations sur ton lieu d'origine avec le lieu d'accueil. Ça permet aussi des échanges culturels intéressants par la radio communautaire. Donc, je sais qu'il y a des exemples à Edmonton à ce sujet-là, puis je suis certain que ce n'est pas les seules radios communautaires qui ont des pratiques en ce genre-là. Si je peux me permettre d'ajouter un élément pour avoir été dans la radio communautaire au début chez nous, je tournerais la question à l'envers. Je dirais, qu'est-ce que vous voulez faire pour jouer un rôle? Parce qu'en quelque part, il y a de la place pour tout le monde, effectivement, on l'a dit. Ça fait qu'il faut choisir c'est quoi qu'on apporte comme valeur ajoutée, puis de se mettre de l'avant, puis de l'apporter. Merci. Fonctionne pas. Peut-être autre? Bonjour. Ma question va s'adresser à M. Saint-Germain. Bien que l'intégration scolaire, l'éducation ne relève pas du fédéral, n'est pas de juridiction fédérale. On a vu à travers l'exposé que M. Liboy a présenté ce matin que les enfants issus de l'immigration, certains enfants ont beaucoup de difficultés à s'intégrer dans le système scolaire. Puis, étant moi-même parent, je sais très pertinemment que le niveau de scolarité des parents et aussi la capacité langagière des parents a un grand impact sur l'intégration scolaire des enfants et leur réussite et leur capacité de pouvoir plus tard poursuivre des études universitaires ou collégiales. Donc, je me demandais s'il y avait une réflexion au niveau de votre ministère, si il y avait quelque chose qui avait été pensé pour aider les parents qui, dans le fond, les immigrants, ces immigrants-là, leur intégration dépend aussi de l'intégration de leurs enfants. Donc, si les enfants ne réussissent pas bien leur scolarité, très souvent, les parents vont devoir subvenir plus longtemps à leurs besoins, entre autres. Donc, je me demandais s'il y avait une réflexion au niveau du ministère pour aider dans ce domaine-là. Merci pour votre question. Tout à fait.
L'intégration scolaire des nouveaux arrivants, des enfants, est une des priorités pour le ministère. Vous avez sans doute vu dans le cadre de l'appel de proposition qu'on vient de lancer que depuis des années, on finance, le ministère, ce qu'on appelle les travailleurs d'établissement dans les écoles, dont le mandat est justement d'appuyer les parents dans leur démarche d'intégration de leurs enfants à l'école. Donc, comprendre le système scolaire canadien, comprendre les règles du jeu. Beaucoup de parents viennent de pays ou de cultures où l'aide aux devoirs, où la culture, le rôle des parents dans l'institution ne sont pas les mêmes. Donc, ce programme qu'on appelle les TEE, le travail d'établissement dans les écoles, Swiss en anglais, le Summer Workers in School, c'est un des mécanismes qu'on doit voir développer davantage côté francophone. On est conscient que ces services-là ne sont pas offerts dans toutes les écoles francophones à travers le pays qui reçoivent d'immigration, mais l'objectif, c'est certainement pour nous d'augmenter la desserte de services avec des TE. Et ces TE-là, ils ne jouent pas seulement un rôle auprès des parents, mais ils jouent aussi un rôle en termes de services d'interprétation, services de communication interculturelle. Et ils aident les parents aussi dans leur démarche, que ce soit l'inscription des enfants à l'école. Donc, il y a des belles approches qui existent un peu à travers le pays, mais IRCC en a fait une priorité pour l'appel d'opposition. Oui, bonjour. Merci. Faiza Abdallaoui, j'interviens aujourd'hui en tant que présidente du MOFIF, Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Ma question s'adresse, je pense, un petit peu à vous quatre. C'est concernant l'intégration économique, en fait, des immigrants francophones. Je me demandais si, durant les dernières discussions que vous avez eues ou vos recherches, il y avait eu des pistes ou des bonnes pratiques qui avaient été évoquées pour que les services d'établissement se connectent mieux avec le secteur privé, les entreprises, les employeurs, les entrepreneurs, qu'ils soient francophones ou anglophones. Et j'avais une deuxième question concernant l'évaluation des formations en anglais qui sont offertes aux francophones. Est-ce qu'on a des données probantes qui montrent que ces formations sont efficaces, adaptées, mais aussi inclusives? Merci. Je peux peut-être parler d'une situation particulière que nous avons vécue. Lorsqu'il est venu le temps d'installer, au Nouveau-Brunswick, on a un modèle d'incubateur d'entreprise, ou plutôt d'accélérateur en fait d'entreprise qui s'appelle la ruche. Et lorsqu'il est venu le temps d'installer la ruche chez nous, on avait deux choix. Soit on l'installait avec le centre de ressources des nouveaux arrivants, ou soit, et là, il y avait une difficulté, pas parce qu'il ne faisait pas un bon travail, au contraire, mais on voulait s'assurer qu'il y avait un lien effectivement avec les entrepreneurs, avec les entreprises. Alors, il est plutôt chapeauté par la Chambre de commerce. Ils travaillent ensemble, de toute évidence, mais c'est à travers la Chambre de commerce. Alors, tu as l'occasion d'avoir le conseil d'administration de la Chambre de commerce qui est informé régulièrement du projet, de son avancée, qui sont ces gens-là qui viennent développer des projets d'entreprise chez nous. Donc, on l'a fait comme ça parce qu'on a jugé. Alors, ailleurs, ça ne s'est pas fait comme ça, mais chez nous, c'est curieusement, on a des résultats fort intéressants. Je pense en grande partie parce qu'il y a une plus grande affinité qui s'est développée. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que c'est intéressant quand je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement, de mon propre avis, une trop grande distance, je pense, par rapport à... Et pour toutes sortes de raisons, il n'y a personne qui est à blâmer là-dedans, mais pour les entrepreneurs, ils sont toujours très occupés à... Bon, c'est leur entreprise, la première chose. Et là, ils réalisent que ça devient de plus en plus important. Ils ne savent pas trop où prendre ça. Il va falloir renforcer les liens avec les entreprises, avec les entrepreneurs pour que ce soit vraiment encore plus fluide. Je suis d'accord? Absolument. Je connaissais déjà, en fait, la ruche et bravo de devenir communauté accueillante. Ça prouve vos résultats et votre efficacité. J'étais curieuse de savoir si, effectivement, ça avait été appliqué ou adapté ailleurs. Peut-être pour ajouter à ce que Cyril vient de dire, certainement pour le ministère, l'intégration économique, c'est le nerf de la guerre. Là. Si l'intégration économique n'est pas réussie, la famille va repartir et va chercher une autre localisation. Une des choses qui est apparue claire, certainement pour notre ministre, c'était que l'intégration économique et les services d'établissement doivent aller de pair, mais dans un contexte où ils sont intégrés de façon un peu plus fluide. Donc, notre ministre nous a poussé à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire en emploi en termes de services d'établissement. Une initiative qu'on vient de lancer, c'est dans quelle mesure on peut faire de la formation linguistique dans le marché du travail, chez les employeurs, en partenariat avec les employeurs. Et on vient de lancer des initiatives. En fait, ma directrice générale, Corinne Prince,
a négocié des partenariats avec des conseils sectoriels. On vient de commencer avec le conseil de tourisme et d'hôtellerie. Donc, c'est un premier départ pour s'assurer qu'un plus grand nombre d'employeurs dans différents secteurs puissent dire, bon, voici nos besoins, voici les compétences recherchées. Et après ça, que cette formation-là, technique et linguistique, soit offerte en emploi. Donc, c'était absolument révélateur que pour les réfugiés syriens, c'était souvent le meilleur moyen de s'assurer de leur pleine intégration et puis de passer au-delà du traumatisme de leur arrivée. Merci. Puis pour la question de l'évaluation des formations linguistiques en anglais, alors le ministère est en train justement d'évaluer le programme de formation linguistique LINC, Language Instruction for Newcomers, et CLIC, et on va avoir des résultats probants sous peu sur justement l'efficacité des différentes méthodes qu'on utilise, que ce soit la formation linguistique axée sur les professions, la formation linguistique générale d'établissement où on apprend la vie au Canada. Donc, ça devrait nous informer si on doit modifier soit le curriculum, soit l'approche. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière question, je suis désolé. Dernière question, le dîner est prêt, donc si on ne veut pas manger froid, j'en suis désolé. Si vous avez une question par la suite, peut-être parler directement avec un des intervenants. Monsieur. Oui, je vais être très bref. Ma question, c'est plutôt, félicitations pour les communautés accueillantes. Je me pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas aussi parler des conditions de succès des communautés accueillantes? Ce ne serait pas de devenir des communautés habilitantes et de devenir des communautés apprenantes? Et ça rejoint un peu la présentation de M. Simard, quand on a parlé de développer une relation binôme entre une personne et une autre personne, c'est un succès, mais ce sont des localités qui accueillent les immigrants et ce sont les localités qui doivent habiliter les immigrants à réussir leur parcours. Et c'est un devoir des gouvernements, c'est un devoir des services locaux, c'est un devoir de la communauté d'habiliter ces immigrants-là. Et je pense que les communautés francophones ont intérêt à devenir des communautés apprenantes. J'arrive de Clare, en Nouvelle-Écosse, où on a parlé, où on faisait un devoir d'aller dans les écoles et de montrer des histoires positives d'immigrants aux jeunes francophones. La francophonie est beaucoup plus large que notre petite communauté. On a une francophonie internationale qui arrive chez nous et on faut se mettre en position d'écoute et d'apprendre de ces personnes-là, de leur parcours, de leur richesse, de leur vécu, et que ça enrichit la communauté locale. Donc, est-ce que vous pensez que les communautés francophones doivent être habilitantes et apprenantes? Je peux intervenir? C'est bon? Le point que vous soulignez là, renvoie au fait que justement, peut-être la notion de communauté accueillante sous-estime ce que ça veut dire, que le fait que finalement accueillir, ça peut s'institutionnaliser pour plusieurs années. Ça implique l'intégration, la rétention, une rétention qui est géographique de l'immigrant, mais une rétention qui est linguistique aussi, de participer à la communauté francophone. Alors, de suggérer d'autres vocabulaires rappelle peut-être la limite de cette notion-là, là, qu'on ne veut pas juste créer des communautés accueillantes, on veut créer des communautés aussi où il fait bon vivre pour toute la vie durant en français, là, pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bien, on va remercier nos panélistes. Guillaume Deschênes-Thériault, Marie-Ève Forêt, Yves Saint-Germain, ainsi que Cyril Simard. Un gros merci à vous.